Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Style, évidemment. Coban Calling est un roman graphique qui crée l'événement en Italie. L'auteur, Zerolker, trempe sa plume dans la plaie de la guerre en Syrie et livre le récit de plusieurs voyages aux côtés de la résistance kurde aux confins entre la Syrie, l'Irak et la Turquie. Dans l'hebdomadaire italien L'Espresso, l'écrivain Paolo Di Paolo insiste sur l'indispensable engagement des intellectuels dans le débat géopolitique. Coban Calling de Zerolker est disponible depuis quelques jours chez tout bon libraire et montre que la bande dessinée permet de mieux comprendre les tumultes de notre temps. Les titres de votre 20h. Que reste-t-il de Berlusconi? C'est notre débat du soir avec Marie-Jo Arrighilandine et Sébastien Pisani. Homme de théâtre, sa dernière mise en scène évoque la mort de Danton. François Orson est l'invité événement de 20h. Bonsoir François. Bonsoir Philippe. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Sur le plateau de Pendant le 20h. Vous proposez à la Bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio le 23, 24 et 25 septembre la mort de Danton d'après Georges Büchner. Vous signez évidemment la mise en scène. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce texte ? C'est un texte que je connais depuis très longtemps parce que j'avais déjà monté une pièce de Büchner, Wojciech, à Olmi-Capelle, aux rencontres organisées par Robin Reynaud il y a assez longtemps. Et voilà, et c'est un texte que je lisais souvent, que je voulais monter, qui est une œuvre immense, donc j'en ai souvent eu peur. Et puis, l'année dernière, j'ai organisé une lecture autour de ce texte à la Bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio, avec une équipe de comédiens. Ça s'est très bien passé, et puis on a eu envie d'en faire un spectacle. Donc je suis allé voir mes quelques amis producteurs de théâtre qui étaient d'accord pour se lancer dans ce projet. J'ai réussi à les convaincre de le mettre en place. Et puis nous revoilà à la bibliothèque cette année, mais avec le spectacle plus abouti. Alors, dans la note d'intention que vous m'avez envoyée, note d'intention qui a été rédigée, concernant évidemment la mort de Danton, qui a été rédigée il y a quelque temps déjà, Oui. Vous écrivez « Longtemps, je ne me suis pas senti français. La mort de Danton me fascine par ce retour qu'elle permet sur l'histoire de notre République, tel un récit des origines. Longtemps, je ne me suis pas senti français. » Écoutez, j'ai grandi à Ajaccio dans les années 70-80, une époque où le nationalisme était très actif. Et voilà, on avait un rapport identitaire quand on était un jeune homme au lycée par rapport à la relation entre la Corse et la France qui était assez compliquée, quelle que soit l'idéologie de chacun. Et il s'avère que une personne qui était très importante, enfin mon nom était écrit, mon nom de famille était écrit sur à peu près tous les murs d'Ajaccio pendant une bonne quinzaine d'années. Donc mon patronyme, si vous voulez, était excessivement symbolique dans le militantisme de l'époque. Donc voilà, c'est quelque chose qui... je me suis retrouvé étudiant à Paris à 18 ans et comme beaucoup de mes camarades corses qui étaient en fac sur le continent, on avait un sentiment comme ça un peu d'étrangeté. Alors je vous connais François, je sais que la politique c'est quelque chose qui vous anime, parce que pour vous le théâtre c'est politique. Oh oui, évidemment. De toutes les façons, c'est politique en soi, c'est-à-dire que c'est un moment partagé à plusieurs, et puis c'est quelque chose qui... L'outil du théâtre est le même que celui de la politique, ce sont les mots avec lesquels on arrive à mentir, à faire croire des choses, à raconter des histoires. Justement, sur les mots, il y a la force des mots de Danton. On connaît la fameuse formule « je préfère être guillotiné que guillotineur ». La rhétorique de Danton, on va la sentir dans le texte que vous nous proposez. En tout cas, ça va rythmer la narration ou vous avez fait un pas de côté? Disons que la pièce de Büchner raconte un moment précis de la Révolution qui est le moment de la terreur. C'est-à-dire que la révolution sociale a échoué. Il y a une tentative de révolution qui est très sociale au départ. Elle a totalement échoué et les révolutionnaires sont dans une espèce de course contre la montre qui dure depuis 4 ans, ce qui est quand même très très long. Et ils sont obligés de faire croire à des choses pour se maintenir au pouvoir, si vous voulez. Et la terreur arrive à ce moment-là où
on tue des gens et on fait croire aux gens qu'en tuant tous ceux qui seraient contre la République, on pourrait arriver à maintenir la République à flot. Mais les gens crèvent encore plus de faim qu'en 1789, en 1792 et 1793. Donc on commence et c'est là où la rhétorique rentre en jeu, c'est-à-dire que les hommes politiques, se rendant compte qu'ils ont échoué, racontent des bêtises. Pour parler l'histoire, simplement. Oui, pour parler des bêtises, c'est le terme qui convient certainement. Voilà. L'histoire, c'est une materia prima formidable pour le théâtre, pour votre théâtre. Disons que c'est un moment, la Révolution française est un moment où, sur un mot ou sur une parole, on pouvait être décapité. Donc, si vous voulez, il fallait jouer assez serré. Il y avait des complots de partout, il y avait des gens qui, en permanence, interprétaient ce que vous étiez en train de dire. Donc, la parole a un poids considérable dans ce type de narration et dans ce spectacle. Et voilà, et donc, ça, si vous voulez, ça donne beaucoup d'importance au présent sur le plateau. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les acteurs, non pas sur une mise en scène très chiadée ou un truc très compliqué. On est autour de cette grande table de la bibliothèque patrimoniale. À Ajaccio, pour ceux qui connaissent bien la bibliothèque. Voilà, et l'idée est d'arriver à inventer cette histoire au présent. Alors, c'est toujours au présent une histoire, mais c'est de ne pas répéter des choses, ou de ne pas être dans une espèce de répétition un peu stigmatisée du théâtre, mais d'être sur le présent en jouant avec les spectateurs et en faisant de ce moment un moment unique. Alors, il y a deux thèmes qui se percutent, je ne sais pas si je dois le dire ainsi. Il y a d'une part la spirale de la violence, évidemment, et la jouissance du pouvoir. C'est presque terriblement contemporain quand on pense à ces deux thèmes. C'est contemporain, et puis c'est comme ça depuis toujours. La nuit des temps. Voilà, après, je ne vais pas prendre des exemples, mais on a un exemple très important en France avec l'histoire des SK, où on voit que l'activité sexuelle de nos hommes politiques est pour le moins débridée. Il y a une rumeur qui dit que les hommes politiques sont toujours des charmeurs et des hommes qui veulent, paraît-il, d'une certaine façon, posséder, ou en tous les cas, vous voyez, séduire et dominer. Et puis, je pense qu'il y a aussi une espèce de pression qui fait que tout se mélange et que voilà, on est dans un rapport de force permanent. Et l'amour et le pouvoir, oui, sont des choses depuis très très longtemps très associées. Pour revenir à l'ambiance que l'on va retrouver dans la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio, vous l'appréciez depuis quelques années maintenant. Vous investissez votre théâtre dans ce lieu particulier, fort de sens, fort d'histoire. Là aussi, il va y avoir une scénographie particulière. Vous allez nous donner à voir quelque chose, votre touche, la touche, François Orson. Disons que la scénographie, c'est déjà le lieu qui, en lui, si vous voulez, a une force telle qu'on ne fait qu'essayer de l'épouser. Après, le choix de ce lieu, pour moi, oui, c'est un lieu d'intelligence, c'est un lieu très silencieux, c'est un lieu dans lequel il y a une qualité de son fantastique. Et puis, je considère que moi, il n'existe pas de théâtre à Ajaccio. Pour moi, l'espace Diamant est un palais des congrès transformé en théâtre, mais qui ne répond pas du tout aux exigences techniques modernes du théâtre. Et par conséquent, je trouve que c'est un lieu qui a tendance à abîmer les spectacles, alors que la bibliothèque est un lieu qui, au contraire, est très, très inspirant. Et même essentiel pour vous aujourd'hui quand vous travaillez en Corse. On peut le dire comme ça. Vous voyez un autre lieu pour vous. Je l'ai dit, ça fait quelques années que vous investissez. Ajaccio, c'est vraiment le lieu qui, moi, me plaît énormément. Et beaucoup de projets sont partis de ce lieu. Comme j'ai pu, quand je travaillais en extérieur, trouver des lieux d'extérieur qui étaient aussi la genèse de certains projets. Mais il y a des lieux très bien, par contre, en Corse, pour faire du théâtre. Certainement, évidemment, bien sûr, à Bastia notamment. À Bastia, au Olmicapelle, à Pigne, il y a des plateaux qui sont très très bons. Mais on l'aura compris, à Ajaccio, c'est la bibliothèque, pour le moment. Oui. C'est la bibliothèque Fesch, patrimoniale, qui a votre préférence. 23, 24, 25 septembre, La mort de Danton. C'est mis en scène par François Orson. Il est l'invité de 20h. Merci beaucoup, mon cher François. Je vous dis à très vite, certainement, et je serai là, certainement, le 23 ou le 24, ou même peut-être le 25. Dimanche. Merci beaucoup, François. C'est moi qui vous remercie. Chaque soir, elle décrypte les tendances sur les réseaux sociaux. C'est la séquence fact-checking d'Inès Moratti. Salut ma chère Inès.
Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Je te pose jamais la question. C'est vrai, je l'ai remarqué et on l'a remarqué également sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai. On va pas me fact-checker moi-même. Non, c'est ça. Non. Ah, ça serait l'idée d'une chronique. Évitez. Fact-checker Inès Non. Morat. Je lance le hashtag fact-checking Inès Morat sur les Là, réseaux quand on nous lance sociaux. des défis, on doit placer des mots, donc ça. c'est fait. Miséricorde. Bonsoir. Bien joué. Alors ce soir, tu as décidé de t'intéresser aux comptes parodiques qui pullulent sur Twitter. Et évidemment, les cibles favorites sont les hommes politiques. Alors bien sûr, Nadine Morano, Valérie Détresse, Bruno Lamère ou encore Claude Barthes. Alone, ça ce n'est qu'un... Celui-ci, j'adore. C'est mon préféré Oui, aussi. moi, c'est pareil. Bon, ça, ce n'est qu'un petit aperçu de ces comptes non officiels qui perpétuent la tradition de la caricature et du bon jeu de mots, version 2.0. Alors, côté insulaire, nous ne sommes pas en reste. On peut suivre les péripéties de nos faux politiques. On a Camille de Rocassé ou encore, on peut trouver aussi Polo Jaco. Il était beaucoup de succès, Polo Jaco. Très recherché également, d'après mes sources. Et même la fac de Corté a droit à sa copie. C'est vrai. Et alors, vu que Twitter, on le sait, se cale bien évidemment sur l'actu, dérapages et faits divers sont aussi tournés en dérision de façon éphémère. Par exemple, depuis son tweet sur la mort du maire Charles-Antoine Cazenove, le président de SOS Racisme a pu voir naître son alter ego altéré, Dominique Soporifique. Soporifique. Alors que nous dit Twitter sur la parodie, est-ce que cela tombe sur le coup de l'usurpation d'identité numérique? Alors, sur son centre d'assistance en ligne, Twitter nous répond que l'utilisateur est bien autorisé à créer un compte parodique, mais seulement si c'est clairement mentionné. Ouais. Parce que le but du jeu, c'est qu'on ne confonde pas la copie avec l'original. Sinon, il y aura sanction, attention, ce sera la suspension de l'usurpateur. Oui, sanction terrible de la part de Twitter, de l'équipe de Twitter. Alors, mais ce n'est pas toujours suffisant, soyons honnêtes, pour dissiper les malentendus. Bah, ce serait trop facile, en fait. Et il est déjà arrivé que même la team Twitter se trompe et vérifie des comptes parodiques en les faisant passer pour officiels. Mais tu as sans doute remarqué que certaines personnalités publiques avaient un petit badge bleu à côté de leur nom. Bah, ça, c'est censé nous indiquer, du coup, que l'utilisateur a bien fait l'objet d'une vérification par le réseau. Ouais, et d'ailleurs, toi, je vois que tu n'as pas de petit badge bleu à côté de ton nom. Alors, comment on peut savoir que c'est toi? Eh ben, on ne sait pas. Voilà, mais des fois, j'ai des doutes. Je t'avouerai que des fois, j'ai des doutes. C'est tout l'enjeu, ce qui permet une très grande liberté sur les tweets, notamment. Revenons notamment à la presse, qui est évidemment parodiée. Ça tombe sous le sens. Là aussi, c'est un peu plus évident tout de même que pour les hommes politiques. Pas tellement, quoique je n'ai pas encore vu de une comme ça chez Corse Matin, mais sait-on jamais. Oui, celle-ci, Info Corse. Où sont passés les 80 millions? On peut s'y mettre, on peut essayer aussi. Mais tu te souviens peut-être sûrement de Christine Boutin qui avait pris carrément au pied de la lettre un tweet du compte parodique le Gorafi. Alors studieuse, elle l'avait même noté sur un petit bout de papier pour pouvoir le dégainer à l'antenne. Alors au moins, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas citer ses sources. Oui, de ne pas citer, il faut juste vérifier, c'est le plus important. Et côté caricaturé, comment gère-t-on ces doublons? Alors disons au hasard, Poutine, à ton avis, comment il l'a pris? Alors pour lui, c'est sûr, les faux comptes ne font pas les bons amis. Et cet été, justement, le compte parodique d'Ars Poutine KGB, tout un programme, a été supprimé, tout comme une flopée de comptes similaires. Mais ces suppressions ne sont pas passées inaperçues. Les internautes ont créé un hashtag pour demander qu'il revienne sur le devant de la scène et surtout qu'on ne l'envoie pas au goulag. Donc ça a bien marché, même le président estonien avait interpellé Twitter à ce sujet. D'Ars Poutine est bien revenu dans la lumière, rassurez-vous. Oui, une bien sombre affaire. Jolie, très jolie. Je m'en inquiète ton auteur. Donc à la limite, ce qui fait presque le charme d'un conte parodique, en fait, c'est sa durée de vie incertaine. Ça met un peu de piquant. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que les comptes copies ont bien souvent plus d'abonnés que l'original. À croire que la caricature est plus vraie que nature. Oui, et ce qui est drôle et terrible d'avoir plus d'abonnés que dans la caricature. Merci, oui, c'est vrai. Merci beaucoup Inès. Twitter et les comptes parodiques. À très vite pour continuer à nous décrire ce qui se passe, décrypter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, hashtag Inès fact-checking. Vous pouvez y aller. Pourquoi pas? On fait un hashtag. Merci beaucoup Inès. Bisous. Ce soir à 21h30 sur France 3 Corse Vie Asté, la documentaire Berlusconi, l'affaire Mandat d'or réalisé par Mosco Bucco et
diffusée. C'est l'occasion pour nous de débattre des années de Berlusconi au pouvoir en compagnie de nos deux journalistes, Marie-Jo Arrighi-Landine et Sébastien Pisani. Bonsoir à vous deux. Oui, Mosco Bulco, je le dis mieux, le nom du réalisateur. C'est important de bien donner le nom des réalisateurs. Alors c'est ce soir, l'affaire Mondadori, Berlusconi, l'affaire Mondadori, à 21h30 sur notre chaîne. Et oui, ça nous donne l'occasion de débattre des années Berlusconi. Enfin, débattre, je ne sais pas si le terme va être adéquat. En tout cas, 10 ans de règne depuis 1994. Et il y a eu évidemment de nombreuses alternances. J'ai fait un tout petit bilan pour bien nous mettre dans le tempo des années Berlusconi. Augmentation des impôts, fracture entre le Nord et le Sud qui s'est agrandie, la justice lente et très encombrée, l'exécutif extrêmement faible, la télévision publique cadenassée. Est-ce qu'il faut vraiment faire un débat, je vous le demande? À charge, hein. Je vais dans ce sens-là. Alors, que retenez-vous? Ben justement, que retenez-vous, mon cher Sébastien, des années de Berlusconi au pouvoir? Une drogue violente. Une drogue violente parce que finalement, l'Italie quand même a vibré pendant 10 ans. Alors quand vous dites 10 ans, c'est même au-delà parce que lorsqu'il a été dans l'opposition, il centralisait un petit peu tout le jeu politique. Hein. Donc il y a eu cette espèce de fascination, ce personnage brillant, bling-bling. Hein. Ça a été peut-être le premier président bling-bling, d'une certaine manière, président du Conseil. Mais drogue tout de même, parce que, vous l'avez très bien décrit, hein, ma foi, l'Italie n'a pas avancé, à mon sens, comme elle aurait dû avancer. Il y a des réformes qui n'ont pas été faites. Donc drogue, qui a vraiment, à mon avis, affaibli ce pays. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Marie-Jo? C'est un personnage théâtral. Vous étiez avec François Orsogne, voilà. Il est digne du théâtre de la Commedia dell'arte, et plutôt d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un, voilà, c'est un personnage haut en couleur. Je crois que c'est difficile. Je pense que ce qu'il a pu faire, mais surtout ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il a fait quand même, il a fait peu de choses finalement. Enfin, peu de choses, non, il a fait beaucoup de choses, c'est pas ce que je veux dire, mais son bilan n'est pas très bon. Mais tout ça passe derrière cette espèce de personnage, effectivement, qui est un comédien, je pense aussi. Et qui ne brille que par l'artifice et le superficiel. D'où une sorte de mystère. Hein. C'est un mystère, le Berlusconi. Comment il a réussi pendant 20 ans. Et d'ailleurs, vous dites le berlusconisme, c'est intéressant. Oui, bien sûr. Ouais, parce que je pense que c'est devenu une sorte de mouvement. Mais bon, on va voir qu'il a ses limites. Alors, ce qui m'intéresse vraiment dans cette discussion, vous l'aurez compris, c'est une soirée que François Villastel propose sur la politique en Italie, avec ce documentaire sur Berlusconi, évidemment. Nous essayons de comprendre également ces années de Berlusconi. Est-ce qu'on peut dire qu'il a personnalisé la politique comme personne avant lui? Difficile de dire l'inverse. Hein. Personnalisation totale, hyper-personnalisation. Jusqu'à l'outrance. Jusqu'à l'outrance. Bien évidemment, il a focalisé tous les regards à travers la puissance financière qu'il représentait, hein, cette holding, ce groupe de communication. Personnalisation à l'international, où il était peut-être d'ailleurs plus connu pour ses frasques sexuelles, parce que c'est ça aussi le personnage Berlusconi. Hein. Ça participe de ce personnage théâtral que... C'est ça, oui. S'il fallait faire les traits de caractère de ce personnage-là, il Cavaliere, et d'ailleurs il a son nom. Cavaliere, c'est vrai. Ex, oui, c'est vrai. Bon, c'était le fait qu'il était chevalier en fait de l'ordre du mérite du travail. C'est vrai que voilà, c'est ça, c'est ce personnage haut en couleur avec ses frasques sexuelles, la fameuse Ruby, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait faire partie, mais vraiment d'un personnage de la Commedia dell'arte. Et puis pendant ces 20 ans, on était pour ou contre Berlusconi. Quand je dis qu'il était au centre du jeu politique, je pense qu'en France, on n'a pas d'équivalent sur ces mêmes années. Même en France, on faisait des unes, enfin les titres, les grands titres faisaient des unes en le comparant à d'autres hommes politiques. Nicolas Sarkozy notamment, mais on se référait forcément à Berlusconi. C'est ça qui est intéressant également d'un point de vue de l'opinion publique et du traitement journalistique. Hein. Oui, non, je ne pense pas qu'on ait eu d'équivalent en France. Alors, effectivement, il y a un peu de Berlusconi peut-être dans Sarkozy. Et encore. Oui, voilà. Bon. Mais, alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que cette hyper-personnalisation, et c'est là où je dis berlusconisme rampant dans la société italienne, c'est qu'on le retrouve encore un petit peu maintenant, même si Berlusconi, problème de santé, affaibli, etc. On va peut-être le dire, mais on le retrouve dans d'autres personnages actuels. Hein. Matteo Renzi, c'est quand même un personnage souverain, par exemple. Alors si vous le permettez...
On a parlé du côté communication, on l'a bien compris, comédien, hyper personnalisation du pouvoir politique. Mais si l'on reste vraiment sur ses positions politiques, sur l'impulsion qu'il a donnée, qu'il a essayé de donner à l'Italie dans ces années-là, il faut dire quand même qu'il a été propriétaire de journaux, de clubs de foot, qu'il faisait élire ses propres avocats à la Chambre des députés, ce qui est assez incroyable. Il était lui-même fraudeur quand il était président du Milan AC et il demandait aux Italiens de payer plus d'impôts. C'est pas la dichotomie, c'est pas la schizophrénie, mais c'est carrément... la culture de l'immoralité et de l'illégalité. Enfin voilà, je veux dire, il faut placer les mots là où ils sont. Hein. Ouais. C'est assez d'ailleurs troublant parce que c'est vrai que son parti, quand il crée son parti Forza Italia, il le crée juste après l'opération, enfin cette espèce d'épuration qui s'appelle Mani Pulite. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, on a fait table rase des vieux partis parce qu'ils étaient corrompus. Et arrive Berlusconi au milieu de ça. Et finalement, l'affaire Mondadori, c'est quand même un gros dossier de corruption, un gros dossier de fraude. Ils évoquent ce côté-là. C'est quand même assez étonnant. Et justement, effectivement, avec les avocats visiblement quand même payés. Donc voilà, on a enlevé... mais c'est très drôle d'arriver en 94, après 90, Mani Pulite. Enfin, franchement, on se demande ce qui a changé dans le paysage moral et politique de l'Italie entre ça et alors moi, ce que je trouve terrible, en plus, c'est qu'au-delà de Berlusconi, finalement, ça a mis toute l'Italie dans une situation un petit peu particulière. Hein. L'illégalité dont je parlais, elle s'est répandue, la corruption dans le pays. Enfin, ça a fait ressortir vraiment les pires démons. Hein. Alors, est-ce qu'il n'a pas permis, comme le dit le journaliste, comme le souligne le journaliste du Monde, Philippe Ridé, je vous rassure, très bon spécialiste de l'Italie, une certaine stabilité politique en Italie, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, hein, les gouvernements ne cessaient de changer, et il est arrivé, il a tout de même réussi à stabiliser la politique. Alors certes, mais stabilité pour faire quoi ? Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, malheureusement, sur le plan politique, le bilan est maigre. Rien n'a avancé. Puis, sur un plan purement politique, la gauche a eu de terribles carences durant cette période-là. Il ne faut pas l'oublier non plus. Mais alors, ils pouvaient d'ailleurs se cacher, les représentants de la gauche, derrière Berlusconi, en disant, regardez comment lutter contre un homme aussi puissant. Et même à droite, finalement, à chaque défaite électorale, il y en a eu quand même. On se cachait derrière le personnage de Berlusconi, qui a acheté ensuite le silence de ses pairs à droite en donnant quelques promotions et autres cadeaux. Pour bien comprendre également Berlusconi, il faut évidemment écouter, lire les mots de Berlusconi à quelques années d'intervalle. Alors nous sommes en septembre 2009, fête de son parti, le Peuple de la Liberté. Il dit ceci: je dois vous porter les salutations d'un homme qui s'appelle, attendez, c'était quelqu'un de bronzé, Barack Obama. En septembre 2003, dans une interview accordée au journal britannique Spectator, il dit ceci: Mussolini n'a jamais tué personne, il se contentait d'envoyer ses opposants en vacances loin. Et enfin, en mars 2006, en campagne législative, il dit ceci: lisez le livre noir du communisme et vous découvrirez que dans la Chine de Mao, il ne mangeait pas les enfants, il les cuisinait pour fertiliser les champs. Il a été à la tête du pays, à la tête de l'Italie quand même, avec ses déclarations. Hein. C'est pour ça que ça donne un peu la sensation que l'Italie a été un peu folle pendant 20 ans. L'outrance du langage, pour mieux maquiller ses propres errements, pour ne rien faire au final, et pour ramener le langage à quelque chose, un acte purement théâtral, pas un acte fondateur qui entraîne toute une nation dans une direction. Mais c'est vrai que ces paroles politiquement incorrectes, là s'il en est, ça rappelle un débat. Tout à fait. Et ça nous rappelle aussi les positions de Donald Trump, finalement, qui ose aussi dire tout et n'importe quoi. Une espèce de populisme exacerbé. Exactement. Donc on se permet de dire un peu n'importe quoi parce qu'on sait qu'il y a des oreilles attentives à ce genre de choses, puis qu'il est toujours bien de taper sur quelqu'un, de trouver un bouc émissaire. Pour essayer de calmer un petit peu les foules. Et ça flatte une certaine opinion publique. Alors, c'est ce milliardaire qui a réussi à faire croire aux classes populaires qu'il pouvait les faire évoluer. Ça rappelle Trump, d'ailleurs. Non, mais l'exemple est bon, l'analogie est bonne. Vous avez 40 secondes. Vous le savez, c'est la règle de l'émission. Alors cette fois, pour nous dire ce que vous pensez, que reste-t-il de Berlusconi ? Marie-Jo, c'est avec vous que je vais commencer. Écoutez, c'est quelqu'un qui quand même, en une vie médiatique en tout cas, a réussi à nous faire une espèce de
Pulse, composé d'un petit peu de Bolloré, de DSK, de Bouygues. Voilà, c'est tout. Il y a tout. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et un personnage donc qui est très très sulfureux évidemment, qui avait un comportement avec les femmes qui est aussi tout à fait étrange. Donc c'est vrai que derrière le personnage, on a un petit peu tendance à ne voir que ce qui est superficiel. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu d'autres choses que cette superficialité, mais franchement, c'est pas tout à fait évident. Et avec le documentaire, on découvre des choses aussi qui sont vraiment terribles, vraiment terribles. Sébastien, que reste-t-il de Berlusconi ? Un sacré objet d'étude. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je pense que d'ailleurs, les intellectuels et les chercheurs italiens ont commencé à se pencher sur cette question, ce qui s'est passé pendant 20 ans en Italie et comment ce personnage hallucinant, théâtral, j'adore finalement cette comparaison, a su s'imposer. Il y a quand même plus grave derrière tout ça, parce que finalement, que reste-t-il ? Quelqu'un d'un peu blessé sur le plan politique, qui bientôt n'est plus président de l'AC Milan, qu'il a vendu aux Chinois. Mais c'est aussi maintenant le populisme qu'il laisse derrière lui. Il suffit de voir la situation actuelle, avec la Ligue du Nord qui se rêve un destin national, le mouvement 5 étoiles. Voilà, il y a ce populisme aujourd'hui qui s'est installé en Italie. Ce populisme, cette outrance aussi que l'on retrouve, vous l'avez justement dit, Marie-Jo, chez d'autres candidats, notamment aux États-Unis avec Trump. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu de ces années de Berlusconi au pouvoir. Et je vous dis à très vite. Nous l'avons dit, ce soir, dans quelques instants, dans quelques heures, le documentaire Berlusconi, l'affaire Mondadori, réalisé par Mosco Bulco. C'est à voir. C'est une grande soirée consacrée à l'Italie, aux années de Berlusconi notamment. Quant à moi, je vous dis à très vite, même à demain, sur France 3 Corse Vie à Stel, évidemment.